Salut l'équipe, la saison 2020-2021 va bientôt débuter. Alors oui, c'est une année un peu tronquée, donc preview un peu tronquée. On a choisi, avec Erwan qui est juste en face de moi. Comment ça va Erwan? Ça va très très bien. Super, je vais continuer ma phrase. On a donc choisi de procéder cette avant-saison par 4 vidéos qui vont donc se dérouler de la manière suivante. D'abord, quelle va être la pire équipe, ou en tout cas les pires équipes de cette saison NBA, avec en ligne de mire le premier choix de draft et la grosse draft 2021 de l'année prochaine. Puis ensuite, qui seront les 8 qualifiés des 2 conférences. Ça fait donc 2 vidéos. Et enfin, la vidéo des grands favoris, qui sera champion, avec les Lakers, les Clippers, avec les Bucks, avec toutes les très belles équipes de cette NBA. On est quand même ravis de se retrouver pour parler, justement, se projeter cette nouvelle saison qui va commencer le 22 décembre. D'ailleurs, on sera ensemble pour cette première soirée. Ouais, le 22 décembre, on se retrouvera ici même, d'ailleurs, pour vivre les 2 matchs en live, comme on avait fait un petit peu sur le début de la bulle. Et donc, il y aura pas mal de surprises. On va essayer d'avoir quelques invités. Et donc, on fera donc c'est quasiment 5 heures de live ensemble pour retrouver déjà une nouvelle saison NBA. J'ai l'impression que ça ne s'est pas arrêté. Entre les finales NBA, la draft, la free agency, là, les previews. Honnêtement, on a l'impression qu'on va quasiment enchaîner deux saisons d'affilée avec pas de break. D'ailleurs, on a tous cette impression-là. Dans les commentaires, dans le chat, vous nous dites, vous, ce que vous en pensez justement de cet enchaînement. Est-ce que vous retrouvez de la motivation? Je pense que pour certains joueurs, surtout je pense aux Lakers, aux plus vieux, à LeBron et Anthony Davis par exemple, devoir se remotiver, même si tu as un titre à aller défendre, ça pose quand même pas mal de questions sur les formes physiques. Il y a des mecs qu'on n'a pas vu jouer depuis le mois de mars. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Mais on a tous cette sensation, les joueurs, les coaching staff, les fans, voilà, nous tous les suiveurs observateurs de la NBA, que finalement il n'y a pas eu d'entre-deux saisons et que personne ne s'est reposé. Ça va être un peu compliqué, j'ai envie de te dire. Il y a vraiment 2 options, quoi. Il y a ceux tu parlais de LeBron et Anthony Davis, même si quand même LeBron, je pense que va se gérer un peu plus qu'Anthony Davis. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons c'est peut-être aussi quelque chose qui va faire qu'Anthony Davis va pouvoir prendre le pouvoir très tôt dans cette saison. Il est quand même bien plus jeune que LeBron et c'est peut-être à lui aussi d'insuffler tout de suite en début de saison, d'être le leader en tout cas sur les 2 premiers mois de saison. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui ne sont quasiment pas arrêtés. On pense au Heat aussi. Et il y a ceux qui sont arrêtés pour le coup depuis mars dernier. Donc ça va être un peu curieux. Je pense qu'on va assister en tout cas, on verra ça, mais à un premier mois et demi, 2 mois de compétition où vraiment on va voir un petit peu de tout et son contraire. L'avantage, c'est que dès la semaine prochaine, il y a le début de la pré-saison. Donc toutes les équipes vont pouvoir se chauffer. Il y a déjà 2 Lakers-Clippers dans cette pré-saison. Et puis on débutera la saison donc le 22 décembre à 1h du matin avec un Warriors-Nets. On sera ensemble sur la chaîne Twitch, donc n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne si tu veux nous suivre. Et donc le derby californien, donc le 3e Clippers-Lakers avec Nicolas Batum notamment. En quelques semaines, on pourra suivre tout ça à partir de 4h du mat. Ça va nous faire finir encore à 6h30, 7h. C'est pour ça qu'on aime la NBA juste avant Noël. Ensuite, tu pourras repartir à Marseille, Polo à l'île de Ré et Tom dans le Beaujolais pour aller fêter les fêtes de fin d'année en famille. Et toi dans le 18e. Et moi donc, oui, absolument, je resterai à Paris. C'est l'avantage d'être parisien et de travailler à Paris. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Erwan, quand on a fait l'état des lieux un peu de cette nouvelle NBA, on s'est posé la question de qui sera la pire équipe NBA de la saison 2020-2021. Alors pour toi, c'est qui? OKC. Honnêtement, je vois OKC. C'est pas gratuit, j'ai pas envie de leur tomber dessus bêtement, mais on le dit, on va le répéter énormément dans ces previews-là, surtout dans cette vidéo. La draft 2021 qui arrive est considérée potentiellement comme une énorme draft, un petit peu en décalage avec celle qu'on vient de vivre. Et quand je vois ce que Sam Presti a mis en place, avec beaucoup de futurs choix de draft, alors ils ne seront pas tous sur l'année 2021, mais il y aura quand même pas mal de choix pour OKC. Je me dis qu'il y a beaucoup de jeunes aussi à développer. On va en parler tout à l'heure quand on va rentrer dans le vif du sujet avec le Thunder. Je me dis que quelque part, ils vont développer des jeunes. Ils ont pas mal de tours de draft. Donc voilà, je vois clairement OKC. Ça ferait même les affaires de Sam Presti de finir avec le pire bilan de la Ligue, j'ai l'impression. Même si on peut pas le dire à haute voix. Absolument. Toi, tu dis OKC. Moi, j'irais plutôt vers Détroit. C'est vraiment en préambule. Parce que c'est une équipe qui est complètement remodelée, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Blake Griffin est toujours le leader de l'équipe, dans quel état il sera. Je parie un peu sur Blake Griffin ne pourra pas faire une saison complète, voire sera transféré. Ça marche aussi pour Derrick Rose. Et si ces 2 mecs-là ne sont pas là, eh bien Jeremy Grant devient le meilleur joueur de l'équipe. Et là, pour moi, le plafond devient très très bas. Mais on aura le temps d'en parler. Ils sont à l'est, OKC est à l'ouest. Tout à fait, absolument. Donc n'hésitez pas, surtout dans le commentaire, vous à nous dire quelle sera la pire équipe de cette saison 2020-2021. On va commencer par une équipe qui t'est chère, tout simplement. Ce sont les New York Knicks. On a sélectionné 4 équipes dont on va un peu développer. Allons directement sur ce qu'il s'est passé la saison dernière pour les Knicks. Avec évidemment une saison qui ne veut rien dire. Elle s'est arrêtée à 20% ou 30% il y a eu 20 ou 30% des matchs en moins, 21-45, 13e de la conférence Est.
On voit qu'ils étaient très nuls en attaque et très nuls en défense. voilà pour les New York Knicks de l'année dernière. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette intersaison, Erwan? Je pense qu'il y a quand même eu un énorme changement dans les bureaux et notamment au coaching staff. C'est donc l'arrivée de Tom Thibodeau qui, je l'espère, va commencer à mettre des choses en place. Maintenant, il y a plein d'interrogations autour de Tom Thibodeau et pour moi, ça part de là. Quelque part, c'est vrai qu'il y a énormément de changements de joueurs et aujourd'hui, le problème des Knicks, c'est même plus de tomber sur les joueurs. On va voir que l'effectif n'est pas non plus mirobolant, mais il y a quand même des choses à développer. Mais pour ça, il faut une tête pensante, il faut une vision. Et j'espère en tout cas qu'avec l'arrivée de Tom Thibodeau, enfin, on va pouvoir commencer à avoir une vision, un projet cohérent avec les premières pierres. Après, il ne faut pas en mettre trop d'un coup, parce qu'on l'a dit, la draft 2021, ça serait bien quand même de choper un mec assez haut. C'est intéressant d'être bon dernier. Hein. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un changement depuis 2 ans à la draft, à la loterie de la draft. Avant, la pire équipe de NBA avait 25% de chance d'être pick 1. Maintenant, les 3 dernières équipes ont 14% de chance. Donc, du coup, ça s'est un peu équilibré. Mais le but, c'est donc d'être dans les 3 derniers. Et je pense que c'est l'objectif des Knicks, puisque quand je vois les départs et les arrivées, ils ont fait un truc très simple, une espèce de table rase des quelques gros contrats qu'ils avaient. Je pense à Bobby Portis, je pense à Taj Gibson, qu'ils auraient pu re-signer, qu'ils ont décidé de couper. Mo Harkless aussi se barre, Wellington aussi s'en va, et ton ami Damien Dodson s'en va. Il y a donc, parmi les joueurs qui vont rester, c'est évidemment Julius Randle, qui était peut-être échangeable. On voit, ils ont drafté Obi Toppin, ils ont drafté Emmanuel Quickley, ils ont fait venir Austin Rivers pour 10 millions sur 3 ans, Alec Burks, Nerlens Noel qui pourrait être titulaire, il y a une petite rumeur par rapport à ça. À voir, Jacob Evans et Omari Spellman. Quand tu vois ces arrivées, Erwan, qu'est-ce que ça t'inspire? Pas grand-chose. Non, alors après il y a des valeurs sûres, alors qui vont pas t'amener très haut, mais l'expérience d'Austin Rivers, par exemple, un mec qui a quand même qu'un a chié pour gagner sa place au début, qui a une vraie expérience de play-off et tout. Je pense qu'au contact de certains jeunes, ça peut être plutôt bénéfique. C'est quand même quelqu'un qui a eu pas mal d'expérience de play-off notamment. L'arrivée de Nerlens Noel aux côtés de Mitchell Robinson dans le même profil. J'aime bien voir 2 pivots comme ça qui vont se tirer la bourre. Voilà, qui vont se tirer la bourre et surtout qui vont pouvoir amener ça a du sprint dans l'axe, de la verticalité. Tu peux construire une défense autour de ça en orientant avec des principes défensifs assez clairs. Il y a tout à faire, hein. On repart vraiment de zéro. C'est pour ça que Tom Thibodeau arrive. J'ai aussi pas mal d'interrogations sur Tom Thibodeau, qui n'a pas coaché depuis la saison 2019-2020. Non, pardon, 2018-2019. Ça fait 2 saisons off à peu près. J'aimerais bien, je suis curieux de voir. Est-ce qu'il va amener de la nouveauté dans sa philosophie basket? On sait que c'est un coach très dur, qui a des rotations très limitées et qui veut que ça défende très très fort, comme si c'était la dernière possession quasiment sur chaque attaque. Alors dans les faits, pourquoi pas? Maintenant, le basket moderne a quand même énormément changé. Il y a beaucoup plus de possessions et c'est très dur de pouvoir jouer avec à 7-8 toute une saison et de défendre le plan sur chaque possession. On sait qu'à Minnesota, ça a marché la première année. Derrière, ça n'a pas pris. Il a pété des mecs aussi. À Chicago, toutes les mecs de la belle époque, ils n'ont jamais réussi à rebondir après Chicago, à part Derrick Rose, mais il a mis 3 ans à rebondir. C'est compliqué. Donc, j'espère que Tom Thibodeau va s'inspirer un petit peu de ce basket moderne, tout en gardant ses principes à lui. On ne va pas lui demander d'être un coach qu'il n'est pas. Mais j'espère qu'avec ces jeunes-là, il va aussi trouver la bonne formule, voilà, pour que, entre la rigueur et aussi le côté un peu basket moderne. On a vu que l'année dernière, c'était une petite équipe de NBA, que finalement, ils ont récupéré le 8e choix de draft lors justement de la dernière draft. Ça nous amène aux 5 majeurs pour aller un peu plus sur les joueurs, puisqu'on se rejoint complètement sur la vision que Thibodeau doit apporter. Moi, j'ai un point d'interrogation. Depuis 15 ans, il n'y a pas réellement de... La meilleure phase, j'ai envie de te dire, c'est quand il y avait Mike D'Antoni, avant l'arrivée de Carmelo Anthony, où tu as senti un semblant de quelque chose. Avec Gallinari et Raymond Felton. Voilà, absolument. Même si Melo fait un 2e tour de play-off, tu sentais pas que cette équipe pouvait aller au bout. Donc aujourd'hui, leur intérêt, c'est de perdre, mais de perdre avec une vision. Ils nous amènent sur le 5 majeur. Ils ont re-signé Elfrid Payton, Alec Burks arrive, R.J. Barrett, on va se rester un peu sur lui, puisque c'est très intéressant. Julius Randle ou Obi Toppin dans le 5 majeur, on peut se poser la question. Mitchell Robinson ou Nerlens Noel, on peut se poser aussi la question. Mais on va rester d'abord sur R.J. Barrett. Est-ce que d'après toi, R.J. Barrett doit, dès sa 2e année en NBA, être le leader offensif de cette équipe? Tout à fait, je l'ai marqué. Ça tombe bien. J'attends beaucoup de R.J. Barrett, peut-être un peu trop même, j'en suis conscient, mais j'attends énormément de R.J. Barrett. Il a fait une saison rookie, somme toute, correcte. Alors, même si les attentes étaient correctes, même si les attentes étaient assez hautes pour un choix de draft assez élevé comme ça.
Maintenant, voilà, l'avenir, c'est lui. Il a quand même un énorme... C'est le plus gros potentiel de cette équipe. Maintenant, j'attends vraiment qu'il prenne les rênes. Pour ça, il faut qu'il soit... Et sur sa saison rookie, avec le changement de coach, ça a été compliqué, il n'y avait pas de vision. Avec Thibodeau qui arrive, j'espère que les deux vont se trouver et qu'il va lui filer les rênes. Je vais attendre aussi que lui, dans l'attitude, il dise « c'est mon équipe ». Déjà, même sa deuxième saison, ouais. C'est osé un peu, non? Ouais, mais on peut lui reprocher ça, par exemple, si ça se passe bien. Ouais, mais si on met en place des choses pour lui, et si on explique et qu'on dit que c'est comme ça que ça va se passer, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs comme Julius Randle à qui ça peut faire peut-être saigner du nez. Maintenant, Julius Randle, je ne suis pas sûr qu'il s'inscrive dans le projet d'Enix, donc ou un trade, ou une passe de 6e mois. Moi, par exemple, dans le 5, je mettrais Obi Toppin. Donc tu partirais, alors on peut continuer. Alors, R.J. Barrett, en un mot, j'ai la même sensation que toi. Je pense par contre qu'il n'est pas encore prêt. De ce qu'on a vu, alors c'était il y a 9 mois. Hein. Mais moi je suis d'accord avec toi, il n'est peut-être pas prêt, mais en tout cas je veux qu'il essaye, quitte à galérer, à avoir du... Mais je veux qu'il essaye, qu'il commence à le faire. Je ne dis pas que dès l'année prochaine il est à 26, 5 rebonds et que c'est un daron. R.J. Barrett l'année dernière c'est 14 points, c'est 5 rebonds, c'est 2,6 passes et un tout petit pourcentage, il est à 40% en tir, dont un horrible 32% à 3 points. Donc c'était une petite saison, c'est vraiment la saison de l'adaptation et on sait combien jouer à New York et jouer au Knicks, c'est difficile pour les jeunes joueurs. Moi, je veux qu'en tout cas, dans son mindset, il aille vers ça. Il le fera pas dès sa deuxième saison, mais en tout cas, qu'il commence à intégrer que c'est mon équipe. Voilà, déjà, rien que ça, qu'il s'affirme là-dessus. Après, il y aura des échecs, il y aura des défaites, mais en tout cas, je veux qu'il commence à prendre ce rôle-là de futur leader. S'il le fait pas maintenant... Aujourd'hui, maintenant, tu me dis, il est jeune, oui, mais les mecs, aujourd'hui, les jeunes, on leur demande de faire les choses. C'est plus comme avant, quoi. Ouais, mais en général, ça se fait un peu naturellement. Enfin, ça vient d'eux, quoi. Ben, j'espère que ça viendra de lui, c'est ce que j'attends. On verra s'il a le niveau, en tout cas, pour le faire. On le voit avec Mitchell Robinson, son grand pote, juste à côté. Tu parlais d'Obi Toppin et Julius Randle. Alors, Julius Randle est le plus gros salaire et clairement le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui. L'année dernière, il a... frustré pas mal de monde puisqu'il est arrivé avec un beau contrat et des responsabilités. C'est un très bon joueur. C'est clairement pas une option pour une équipe qui gagne. Ça, on en est tous conscients. Il lui reste 2 ans de contrat cette année et l'année prochaine à 19 millions. Mais tu voulais plutôt voir Obi Toppin que tu as drafté très haut plutôt que lui dans le 5. Bah, je veux voir Obi Toppin évidemment parce que Obi Toppin qui va s'inscrire plutôt dans le projet. On va voir avec Thibodeau comment ça va se passer. Un fort attaquant qui défend pas, terrain en pente comme même dire Steph. Enfin, c'est un coach qui quand même avec une philosophie très défensive. Il y avait un article dans ESPN très intéressant où Obi Toppin est conscient qu'il a des grosses lacunes défensives. Le staff d'Enix, dont Tom Thibodeau le premier, est conscient aussi de ses lacunes défensives. Mais Tom Thibodeau confiait à ESPN que lui, il avait bien étudié Obi Toppin et qu'il y avait évidemment des gros axes de progrès, qu'il n'était pas inquiet quant à la progression et l'apprentissage défensif d'Obi Toppin. Et voilà, Obi Toppin disait clairement que sa défense était aussi un petit peu sous-cotée. Là, par contre, calme-toi, garçon, parce que tu ne défends cacahuète pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est ce problème de défense autour d'Obi Toppin qui fait les gros titres de la presse à New York, ben, tout le monde en est conscient, lui le premier, donc c'est déjà en tout cas un bon début. Maintenant j'ai envie de voir s'il va vraiment faire les efforts. On rappelle que c'est un vieux rookie. Vieux rookie en plus, il a 24 piges. Hein. Absolument difficile de l'imaginer avoir un énorme potentiel, mais en tout cas, si tu l'as pris en 8, s'il a le niveau, parce que si Julius Randle le démonte à l'entraînement, je pense pas que Thibodeau le fera jouer. Après le truc de Randle, j'ai peur que ça pose un problème, parce que c'est quand même un joueur avec un ego, qui a besoin d'avoir la balle, qui joue pas mal. C'est une star dans la tête, quoi. C'est une star dans sa tête, qui a besoin de faire des stats. Donc à voir en cours de saison ce que comptent faire les Knicks de Julius Randle, qui peut dépanner un outsider ou un prétendant au titre. Il faut aussi réfléchir à le mettre dans le 5, qu'il prenne de la valeur et puis qu'il se fasse s'envoyer quelque part. On sait que ça marche aussi comme ça. Je suis très curieux de le voir. Il fait partie des attractions pour voir s'il va réussir à s'adapter en NBA dès sa première année, d'un point de vue athlétique évidemment, mais le basket, eh bien, il y a plein de trucs, sinon il ferait de la course à pied. On a évidemment un Français dans l'équipe. C'est notre ami Franck Ntilikina, il n'est pas dans le 5 majeur. Il est où aujourd'hui dans la hiérarchie? Et on va regarder d'ailleurs la depth chart des Knicks. Il est où dans la hiérarchie des meneurs de jeu des Knicks? Bonne question. Elfrid Payton, Smith Jr., Franck Ntilikina. Austin Rivers qui peut jouer aussi meneur. Smith Jr. qui d'ailleurs a dit qu'il était en pleine bourre. Il a bossé tout l'été avec Mahmoud Abdul-Rauf. Donc lui en tout cas on sait qu'il a bossé. Je ne sais pas on sait que Franck a dû bosser. On a vu quelques vidéos notamment sur Paris. Il y a de la concurrence, on le voit. Maintenant, il va falloir que lui, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour Franck. Il faut qu'il rentre dans le shoot de tout le monde. Maintenant, c'est peut-être le meilleur défenseur de tous les meneurs. Et on sait que Tom Thibodeau va pouvoir s'appuyer sur ce profil-là, où il aime avoir un mec en pointe fort défenseur. Donc à lui maintenant de séduire son nouveau coach. Il a les qualités défensives pour le faire. Mais maintenant, la timidité, le nice guy, il va falloir qu'il arrête parce que quand je vois cette équipe-là, il n'y a plus de place pour ça. Et je pense que dans la philosophie de Tom Thibodeau,
Même Kirk Heinrich à Chicago, c'était pas un nice guy. Donc, alors que c'est, tu vois, alors il va falloir que Frank Ntilikina arrête ce côté, je fais pas. Il va falloir qu'il montre qu'il a les crocs et des crocs qui dépassent et qui rayent la table. Absolument. Donc voilà, et défensivement, il va falloir qu'il mette des pressions folles. Il sait le faire. Maintenant, c'est l'état d'esprit. Moi, je pense que c'est même plus les qualités, c'est dans sa tête. Il entre aussi dans la dernière année de son contrat rookie, donc c'est des moments importants pour ce type de joueur-là. Il a justement parlé au New York Post des rumeurs de transfert qui l'entourent depuis plus d'un an maintenant. Il a dit j'entends toutes les rumeurs, ça fait un moment qu'elles tournent, même ça fait très très longtemps. Je suis heureux d'être à New York, je travaille dur tous les jours pour représenter cette franchise du mieux possible. Encore une fois, je suis heureux à New York. Je sais que c'est l'aspect business de la chose, ça se décantera tout seul. De toute façon, on sait que Frank bossera comme un fou, ça fait partie de son ADN. On a vu des vidéos d'ailleurs des Knicks qui le mettent plutôt en avant sur les réseaux sociaux. Mais regarde, toujours. Alors, quand toujours on est à New York, il y a sa tête en grand autour du Garden. Le French Prince est un joueur important médiatiquement pour les Knicks. Maintenant, nous, on souhaite d'abord qu'il ait sa chance et surtout qu'il la saisisse. C'est ça, en fait, qui, par moment, nous a frustré avec Franck, c'est que, putain, saisis ta chance, quoi. Et ça dépend que de toi. Et au vu des qualités que tu as entre les mains, on se souvient que l'année dernière, on était très, très enthousiastes à l'idée qu'il aille avec les Knicks après sa Super Coupe du Monde ou contre les États-Unis, notamment, il avait été très bon. Voilà, c'est ce type de performance qu'on a envie de le voir répéter. Pas mieux. Voilà. Pas mieux, t'as tout dit. Aujourd'hui, on a fait le tour, faut que... Mon gars, t'es en NBA, t'es là, il y a une franchise quelque part qui semble croire en toi parce qu'avec toutes les rumeurs de trade qu'il y a eu, t'es encore là. Il y a un coach qui arrive qui va vraiment s'appuyer sur une forte défense, tuer ce type de joueur-là. Voilà, maintenant, séduis-le, prends le wagon de ce nouveau projet avec Tom Thibodeau. En tout cas, on lui souhaite évidemment le meilleur et moi, j'ai très envie de voir Frank Ntilikina enfin s'installer réellement dans un projet. Dernière question sur les Knicks. Pour toi, c'est quoi le plafond et c'est quoi le seuil? Bon, j'imagine que si elle est là, c'est qu'ils peuvent être 15e et de la conférence Est et 30e de NBA. Mais par rapport à quelle autre équipe de l'Est, eh bien, tu les vois concourir? Wow, moi, je les vois avec les Cavs se disputer. Eh ben, ça tombe bien, allons sur les Cavs. Je les vois avec les Cavs, les Pistons. Je les vois dans les 3-4 derniers, 5 derniers, aller un peu large, 5 derniers de l'Est. On les imagine pas être mieux que ça, quoi. Là, honnêtement, déjà, je pense qu'il y en a beaucoup pour digérer le système Thibodeau. Ça va prendre du temps, parce que c'est une équipe qui défend des cacahuètes. Donc voilà, ça va prendre du temps maintenant. C'est bien, du temps, là, on va s'en donner en espérant avoir un bon truc en 2021. Très bien. Allons sur les Cavs, justement. On parle d'équipes qui continuent d'être dans une transition. J'ai la sensation que ça y est, c'est peut-être la dernière année de la transition post-LeBron. Tristan Thompson est parti, évidemment. Il n'y a plus de J.R. Smith depuis quelques saisons. Kevin Love est toujours là. On se rappelle que l'année dernière, avec leur bilan de 19 victoires, ils avaient fait le trade d'André Drummond qui a, lui, activé sa dernière année de contrat du côté de Cleveland, 28 millions. Donc lui et Kevin Love ont deux contrats monstrueux. Ça fait quand même une raquette de haut niveau sur le papier. Sur le papier, un peu émotive. Un peu émotive, mais de haut niveau sur le papier. Deux All-Stars, un gars qui est champion et de l'expérience, et un autre qui a prouvé qu'il pouvait être un pivot de très haut niveau, et tout le monde l'imagine être très bon dans un autre système, dans une autre équipe, dans une autre franchise. Moi, j'ai quand même l'impression qu'André Drummond a beaucoup de choses à prouver par rapport à d'autres équipes. En attendant, cette équipe, on va voir tout de suite les arrivées et les départs, pour continuer à être très précis sur tout ça. 2 départs, Sam Thompson, je vais le dire, et Alfonso McKinney. Du côté des arrivées, la draft en 5e choix d'Isaac Okoro, Javel Magui, le champion NBA, Rajon Tucker, Thon Maker et Damian Dotson, dont on vient de parler vite fait, mais dont on ne parlera pas plus aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression quand même qu'avec Isaac Okoro, ils ont un gars qu'il leur fallait, donc un poste 3 très fort en défense, même si Cedi Osman est sûrement le titulaire du poste, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont un gars qui est très complémentaire de leur espèce de trio complètement fou prometteur, avec Darius Garland, avec Colin Sexton, avec Kevin Porter Jr. C'est que prometteur, il ne l'a pas été vraiment, ce duo. Et je pense que le premier... Trio même, trio. Moi, c'est un trio de jeunes joueurs prometteurs. De jeunes joueurs prometteurs, pas de duo prometteurs. Trio de jeunes joueurs prometteurs. Maintenant, moi, je vais réduire ça à un duo, puisque la vraie question qui se passe aujourd'hui à Cleveland et dans la franchise des Cavaliers, c'est est-ce que Garland-Sexton, ça peut marcher, ça peut fonctionner ensemble? Sur la première saison, sur la première partie de saison qu'on a vue l'année dernière, pas du tout. On a vu qu'ils sont undersize complet, ça peut pas défendre. Chacun a besoin d'avoir la balle. On n'a jamais senti une vraie complicité entre ces deux-là sur le terrain, et ça s'est vu défensivement notamment. J'avais une petite stat qui va te plaire. C'est l'année dernière, les Cavaliers ont eu le pire def rating depuis les années 2000 en NBA. Donc ils ne défendent pas beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vois qu'un Kevin Porter Jr. derrière qui peut jouer, qui est vraiment fort balle en main aussi, qui pousse derrière, qui fait lui pour le coup une très bonne saison rookie, tu viens de drafter Isaac Okoro déjà, et tu as un nouveau coach qui est arrivé avec JB Bickerstaff, tu peux déjà commencer à changer de mindset. Mais si tu veux changer de mindset défensivement,
Eh ben, au bout d'un moment, tu ne peux pas partir avec ces deux-là. Donc, il va falloir faire. Faire un choix. Pour moi, la première chose à trancher, et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as Kevin Love et Drummond, tu peux pas. Tu es obligé de régler ce problème-là. Et ce problème-là, pendant un an, ils n'ont pas voulu le régler en se disant. Alors essayons, on va voir, essayons. Aujourd'hui, Ce qu'on pouvait comprendre. Hein. Oui, ce qu'on pouvait comprendre aujourd'hui, tu viens de drafter Okoro, qui est un énorme défenseur. Tu as Kevin Porter Jr. qui a quand même montré que lui, en sortie de banc, à 10 points par match sur sa saison rookie, il était prêt à jouer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux mecs-là? Moi, je filerai les clés à Garland, qui me paraît plus talentueux offensivement, par rapport à Sexton, qui est un peu plus complet de partout. Et je verrai Sexton en sortie de banc et voir ce que j'en fais éventuellement si lui, il n'accepte pas ce rôle pendant la saison. L'année dernière, Colin Sexton, pardon. Tu ferais quoi, toi, sur les deux? En tout cas, je prends ce qui s'est passé sur un échantillon très court, c'est-à-dire qu'après le All-Star Game jusqu'à l'arrêt de la NBA, eh bien, Colin Sexton était à 25 points par match et que les Cavs gagnaient un match sur deux. Donc ça, c'est quand même, sur un échantillon très court, des stats qui pourraient faire dire au front office et à JB Bickerstaff, le coach, hein, notre ami JB, que Colin Sexton est l'homme de la situation. Après, effectivement, on a tous cette impression que Darius Garland a quelque chose de meneur naturel, très moderne, talentueux. Je ne dis pas que Colin Sexton n'est pas talentueux parce qu'on l'a vu au Madison Square Garden il y a 2 ans. Il avait été le meilleur joueur des Cavs par sa vitesse, par son agressivité, par sa capacité à pénétrer et tout. Maintenant, voilà, il y a un choix à faire. C'est pas à nous de le faire. Mais en attendant, je te rejoins un petit peu sur l'idée que jouer avec ces deux gars-là, c'est quand même l'assurance de ne pas gagner des matchs. Et je ne sais pas quelle est la vision qu'ils ont. Tu en parlais pour les Knicks de Thibodeau. Aujourd'hui, est-ce que leur but, c'est de re-signer Andre Drummond, de tout faire pour qu'il reste? Ou est-ce que le but, c'est de l'échanger dans la saison? C'est pareil pour Kevin Love. Est-ce que tu essaies de monter un trade pour récupérer des assets? J'imagine que oui. C'est ce que je ferais. Maintenant, c'est pas fait encore aujourd'hui. Drummond, à voir. Drummond, si tu veux essayer de le re-signer, la meilleure manière d'essayer de lui dire reste ici, c'est comme déjà d'installer un meneur. De dire regarde, avec lui, on va bien jouer au basket. Pour l'instant, c'est pas le cas. Drummond veut gagner des matchs. Oui, Drummond veut gagner des matchs et ça sera pas tout de suite avec les Cavs. Donc à voir. Kevin Love, moi je pense qu'il voudrait le trader dans l'idéal. Le problème, c'est Kevin Love, personne n'en veut. À ce tarot-là, Kevin Love, il lui reste 3 ans de contrat. Je vais te filer un petit peu les tarots. Donc il est en contrat jusqu'en 2023, 31 millions la saison prochaine, 31 millions la saison d'après et il finira à 29 millions. C'est dégressif, je dis ça. Ouais. Aujourd'hui, Kevin Love, si on prend, c'est les 2 dernières années qu'il vient de traverser. Personne n'en veut. Kevin Love, depuis qu'il a été champion, depuis que LeBron s'est barré, il joue dans une équipe de fin fond de tableau et même lui, il arrive même plus à sortir même lui des stats, des stats de l'époque. Oui, il fait ses stats après. Aujourd'hui, je suis vraiment qu'il est rentré dans le rang naturellement, quoi, inconsciemment. Il est rentré dans le rang dans une équipe de bas tableau. Et on n'a même pas l'impression que dans cette équipe-là, c'est un leader naturel aussi. Donc ça fait très, très, très cher. Personne ne le prendra à ce prix-là avant sa dernière année de contrat. Kevin Love qui fait partie de ces joueurs qui n'ont pas peur de parler de leur dépression et de leur état qui touche pas mal de joueurs. C'est bien qu'il en parle. C'est bien qu'il en parle. Maintenant, je suis pas sûr que quand tu es recruteur, tu te dises ça te donne envie d'aller en plus le recruter à ce prix-là. Malheureusement. Donc c'est un peu le contrepoids de tout ça. Donc aujourd'hui, je crois que JB Bickerstaff, il doit se servir de Kevin Love comme il l'est. C'est-à-dire il a un gros contrat, il a une énorme expérience, c'est un joueur de talent. Il faut le mettre au centre de ce projet-là avec les jeunes autour. Il faut pas, parce que honnêtement, personne ne va le prendre à ce tarot-là. Il est là au moins pendant encore 2 ans. Donc mettons-le au centre des choses avec Andre Drummond qui est là aussi. Si cette équipe-là, il n'y a rien de pire pour les Cavs de se dire on veut reconstruire, mais alors Love, on va peut-être essayer de le trader. Drummond, tu construis rien. Tu verras ce que la saison et le jeu t'apportent, mais aujourd'hui, il doit mettre Kevin Love au centre de ce projet du jeu. C'est intéressant. À voir ce qu'il se passe. On va regarder. Tu peux pas finir, Thomas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que construire avec des leaders où tu te dis peut-être dans 3 mois on le trade. Oui, mais après, de toute manière, le but des Cavs, c'est pas de gagner des matchs. C'est pour ça que je parlais d'André Drummond, Kevin Love, c'est un peu à part. Par rapport à André Drummond, si l'idée du front office, c'est de garder André Drummond, qui peut être une option, ils doivent tout faire pour gagner des matchs. Et quand je dis tout faire, c'est monter un trade pour avoir un autre joueur pour tout de suite gagner 15 matchs de plus. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix, on est tous d'accord là-dessus. Moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut faire jouer les jeunes. Ça, on en est sûr. Peut-être faire un choix entre Sexton et Garland. Tu as raison. Et mettre Kevin Porter titulaire. Pourquoi pas? Ils se démerdent, ça c'est leur problème en tout cas. Mais je pense qu'André Drummond doit servir de monnaie d'échange pour aller récupérer des assets futurs, des tours de draft, des jeunes joueurs intéressants. Absolument. Donc, à la trade deadline en mars, ce sera intéressant de voir ce qui va se passer. On est tous presque sûrs qu'il va bouger. C'est sûr. Ah oui, bien sûr. Sauf si d'ici là, tu arrives à lui vendre un projet cool avec des jeunes en se disant. Voilà, mais c'est une vision. Après, parce qu'il y a le fait de se dire c'est sa dernière contrat, là, on peut le trader. Et puis, putain, ça marche bien. Sur 3 mois, il se passe quelque chose.
pourrait vraiment gagner des matchs. Mais bon, ça fait partie du truc. On va regarder vite fait. C'est comme avec Cardano Rockets, tu vois. Oui, absolument. Oui, ouais, il est Non, pas. mais cette année, ils vont essayer de le dire. Regarde, ça peut quand même. Mais bon, lui, ils peuvent le bloquer. Alors que lui, il se barre pour rien à la fin de l'année. On va regarder l'équipe au complet, puisqu'il y a des mecs dont on n'a pas cité le nom. Je pense à Cedi Osman, je pense à Larinen Junior, je pense à Javal Magui, je pense à Todd Maker. Quand je vois ce secteur intérieur, c'est quand même un très beau secteur intérieur. J'ai pas peur des mots. Enfin. Il y a le retour de Dwayne Wade en poste 4. Pas... non, mais pour le coup, c'est dans un autre espace-temps, ça fait kiffer, quoi. Mais tu sais que quand j'ai préparé l'émission, sur le papier, il y a des blazes sérieux. C'est largement mieux que il y a des champions NBA, il y a des mecs qui ont fait des finales, il y a des All-Stars. C'est quand même, sur les 4 équipes dont on va parler aujourd'hui, c'est en tout cas sur le papier, c'est là où c'est le plus flamboyant. Alors pourquoi on les met si loin alors ? Parce qu'il y a tout à faire. C'est une équipe qui a oublié de gagner des matchs depuis que LeBron est parti, qui est passé de coach en coach. Il sort d'une saison avec un coach où ça s'est très mal passé la saison dernière. Il y a une cassure très tôt entre les jeunes et l'autorité de l'ancien coach. Son fond de dinguerie. Son fond de pseudo-racisme, dinguerie un peu folle. Donc voilà, c'est une équipe qui... c'est bien beau d'avoir des noms, mais on le sait parce qu'on suit le sport, que ce soit le basket ou autre, les sports co. Quand ça se passe mal, t'as beau avoir des noms, ça se passe mal quand même. Donc là, il y a un nouveau coach qui arrive qui a l'air plutôt enclin. On se souvient Bickerstaff qui dansait avec quand il était au Rockets. C'est un mec, je pense, qui est plus proche d'une philosophie avec les jeunes joueurs. Donc à voir comment ça va se faire. Mais c'est clair que quand tu as une raquette à l'Est, Kevin Love, André Drummond. Secondé par Nance et Magui. Secondé par Nance et Magui. Voilà, tu as des jeunes rookies prometteurs. Kevin Porter Jr. l'année dernière, il m'a régalé. Il faut faire un choix sur la main, on l'a dit. Tu as l'expérience de Della Vedova qui, j'espère, tient un peu le vestiaire. Dans tes exemples, tu as un bon joueur de basket. Non, t'as un roster intéressant. Quand il est pas blessé. T'as un roster intéressant. Mais il y a des motifs à faire. Bon, en attendant, de toute façon, les Cavs, on va les retrouver très rapidement parmi les équipes à suivre pour au moins voir les premiers pas d'Isaac Okoro. C'est des joueurs qu'on aime bien dans son ADN, voilà, qui ont la dalle et qui peuvent changer la face d'une défense d'une équipe qui, tu viens de le dire, une des pires équipes de tous les temps, même carrément. En tout cas, du 21e siècle, c'est la pire. Défensivement, c'était la pire équipe depuis les années 2000. Incroyable, fantastique. On enchaîne avec une autre équipe. On va aller dans la conférence Ouest. C'est l'équipe que tu as choisie pour dire qu'elle sera a priori celle avec le pire bilan, c'est celle du Thunder qui a décidé de tout faire péter Sam Presti. Il a dit, je m'en bats les couilles, il est temps de dégager absolument tout espoir de gagner des matchs dans un premier temps. Et je voulais commencer par le départ de notre ami Steven Adams, que tout le monde aime beaucoup, vers les Pelicans. C'est un peu un crève-cœur pour les fans d'OKC, mais c'était une suite logique à tout ça. Regardez la dinguerie des noms des deux côtés. Mais un petit mot sur Steven Adams, Erwan ? Ouais, bon alors c'est un énorme passage, vraiment. Il a commencé sa carrière là-bas, il a tout connu quasiment. Mais voilà, moi tu sais très bien que j'aimais beaucoup Steven Adams, mais voilà, il était... Je suis très déçu, moi, pas qu'il parte, mais qu'il aille aux Pelicans. J'aurais aimé le voir ailleurs, chez un contender. C'est quand même un mec qui a connu les grandes joutes de play-off, qui était là dans la défaite face aux Warriors en finale de conf. Donc, c'est un bon joueur. Voilà, moi, je suis un peu déçu de le voir partir pour les Pelicans. Mais par contre, j'étais content de le voir partir. C'est un peu bizarre. Oui, on aura le temps de reparler des Pelicans et donc de Steven Adams, qui était très important. Tu vois, on parlait de John Wall il y a quelques jours, qui est très important pour la ville de Washington. Steven Adams, c'est les mecs qui ont beaucoup donné pour la ville de Casey. Il est arrivé en 2013. Effectivement, ça fait 7 ans. Seulement, j'ai envie de te dire, t'as l'impression qu'il y a depuis toujours. Mais le pivot titulaire, en tout cas, est parti. Et il est parti aussi donc, avec Chris Paul, ça, on le sait tous. Avec Abdel Nader, qui était aussi dans le trade avec Chris Paul. Danilo Gallinari est parti prendre du cash du côté d'Atlanta. Terence Ferguson est parti lui aussi aux Sixers. Norris Noel est aux Knicks. Dennis Schroeder est aux Lakers. Ça fait quand même une énorme colonne vertébrale de l'équipe qui est allée en play-off l'année dernière avec Chris Paul All-Star Game. Du côté des arrivées, notre ami Théo Malédon est drafté au 2e tour. Le nom que je ne prononcerai pas pour éviter de Pokuševski. Pokušev. Très bien. Alors Ford arrive pour être titulaire sur le poste 5. Ty Jerome, Trevor Ariza, Darius Miller, George Hill, Justin Jackson, TJ Leaf, Frank Jackson. Pas mal de bons petits joueurs à potentiel. Bon, la réalité, c'est que Sam Presti, le GM, a décidé de tout faire péter. Ils ont 16 choix de draft au premier tour sur les 6 prochaines drafts. C'est un chiffre complètement fou, ça n'est jamais arrivé, ce n'est absolument jamais arrivé. Donc ils ont décidé à OKC de tabler sur Shai Gilgeous-Alexander et on peut imaginer que c'est un bon choix. Voilà, moi je te l'ai dit, hein. L'année dernière il jouait à 3 meneurs avec Schroeder, Chris Paul et donc Shai Gilgeous-Alexander. Cette année, Shai Gilgeous-Alexander, il doit arriver au premier entraînement en disant hey, les gars, c'est mon équipe. Hein.
c'est moi le patron. Et il est capable. Je vais vous régaler. Attention, ça va bien se passer. Je vais vous régaler parce que c'est quand même un joueur bon passeur qui implique tout le monde. Mais par contre, le numéro 1, c'est Papy. Là, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Quand je vois la saison qu'il fait l'année dernière, aux côtés de Schroeder et de Chris Paul, avec qui il a dû partager la création, là, il doit se dire, c'est mon équipe, c'est moi le numéro 1. À voir dans les années comment le projet Thunder va évoluer. Est-ce que ça deviendra une équipe de playoff et qu'autour de lui, ils vont pouvoir construire? Ou est-ce que lui, dans 3-4 ans, si ça ne prend pas, il ira voir dans une équipe meilleure pour jouer d'autres choses? Mais là, cette année, c'est clairement l'année où Shai Gilgeous-Alexander doit se dire, c'est mon équipe, je deviens un joueur où on commence peut-être à fredonner mon nom pour l'All-Star au niveau des stats. En tout cas, ça sera pas le bilan. Tu l'as dit avec Schroeder et Chris Paul et avec d'autres joueurs autour de lui, Gallinari, Steven Adams. 19 points, 6 rebonds, 3,3 passes à 47% au tir. Potentiel à 35% au MIP tir. de l'enfer, là, attention. Hein. Après, absolument. 19, il est à 19. Donc, il est à 19, mais bon, tu vois, Brandon Ingram, par exemple, est passé à 27. Pas surpris s'il a plus de 25 points, avec beaucoup de ballons. On l'a mis sur le poste 2 dans le 5 majeur, parce qu'il y a George Hill qui est là, mais la réalité, c'est qu'il aura le ballon dans les mains. La question, c'est pas d'être meneur ou deuxième arrière, c'est qu'il aura la balle dans les mains pour jouer du pick and roll. Il a quand même un style hyper particulier. On l'a vu lui aussi quand il était aux Clippers. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est sa tranquillité qu'on peut associer à pas de la lenteur, mais en tout cas, il est pas très rapide. Il est quand tu le regardes. Ouais, mais il est pas rapide. C'est un faux Tu vois, c'est donc un faux-lent. On est le meilleur des faux-lents, c'est toujours Bodiroga, on ne le dira jamais assez. Mais il a ce côté-là, justement, à être très très fort sur la pénétration, être toujours dans le bon rythme et dans les bons espaces. Et il est très très fort sur un truc qu'on adore, c'est les pull-ups après 2 dribbles. Il est fantastique là-dessus. On n'est pas surpris si monsieur est à 25 points l'année prochaine. Mais je me pose toujours la question, tu vois, ce gars-là qui a donc été en play-off avec les Clippers, en play-off avec le Thunder l'année dernière. Cette année, il va donc jouer absolument rien, même s'ils peuvent se le dire entre eux. Hein. Ils vont rien jouer. Va falloir que lui aussi accepte d'être dans une équipe un peu moins forte, même si les responsabilités. Je pense qu'il l'a compris. Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est clair de toute façon. Ils ont dû lui en parler d'ailleurs. Surtout que tu parlais de George Hill. Il y a moins que George Hill pendant l'année se casse chez un contender ou un prétendant, parce qu'on connaît ses qualités et comme ce profil très recherché par les équipes. Tout à fait. Tu vois, je serais pas curieux que les Clippers viennent le chercher en milieu de saison. Tu vois, George Hill. Ce serait pas un mauvais choix. Mais oui, non, mais moi je suis très impatient de voir la saison de Shai Gilgeous-Alexander et je serais pas curieux qu'il fasse quelques beaux cartons. Ouais. Il est évidemment le joueur à suivre dans cette équipe, mais regardons vite fait le 5 majeur du Thunder avec donc l'arrivée d'Al Horford. Pour moi, tout ça se goupille en 3 trucs. C'est que financièrement, ils sont royal au bar. Ils n'ont absolument aucun gros contrat à part celui d'Al Horford, mais qui va apporter son expérience. Et puis, c'est bien quand même d'avoir 2-3 joueurs qui peuvent jouer. Oui. Là, on voit, on a mis George Hill dans le 5, Lou Dort, qui nous a régalé pendant ses playoffs. Darius Bazley, qui est un joueur hyper prometteur sur le poste 4. Et Al Horford, donc, qui va jouer 5 avec son expérience. Donc, je disais, financièrement, ils n'ont aucun problème. Donc, pourquoi pas un jour signer quelqu'un ou surpayer un mec comme l'a fait Charlotte avec Gordon Hayward pour vraiment faire progresser cette équipe. Tu as évidemment l'avenir qui est assuré, entre guillemets, avec beaucoup de choix de draft. L'année prochaine, ils en ont 4 au premier tour, hein, par exemple, c'est complètement fou. Et puis enfin, c'est l'idée de la reconstruction de toute manière. Tu parles de vision depuis tout à l'heure, là au moins j'ai une vision. Elle est ce qu'elle est, mais au moins tu as un truc clair, c'est-à-dire nous on va essayer d'être pas très fort pour aller chercher des choix de draft, des bons choix de draft, des bons joueurs à la draft grâce à nos choix de draft. Après, il y en a vraiment beaucoup, c'est un peu pièce en l'air. Ouais, mais ça peut servir pour des échanges. Mais ça peut servir pour des échanges, effectivement. Tu as du cap, tu as plein de trucs. En tout cas, c'est un peu unique ce qu'a fait Sam Presti. Jusqu'au boutiste, vraiment, clairement, il s'est dit allez, on bosse d'artou, je veux un maximum de shot draft, et après, je suis le maître du jeu, c'est moi qui vais voir ce que je donne, ce que je récupère, ce que je garde. Écoute, on verra ce que ça donne. C'est la première fois qu'on voit quand même un GM faire table rase comme ça. Là, c'est le poste Westbrook en vrai. En fait, l'année dernière, c'est une année de transition un peu chelou, hein, en vrai. C'est tout à fait. Donc on verra bien. Maintenant, voilà, il y a aussi quand même des jeunes déjà en place à développer. On pense à Amidou Diallo, on pense au frère de Michael aussi, donc Beasley. Et donc il y a pas mal de mecs. Il y a Lou Dort, Justin Jackson qui est arrivé, qui a un bon petit potentiel. Puis on espère que George Hill va être transféré le plus tôt possible dans cette saison. Ça permettra à Théo Malédon de jouer deuxième meneur, ce qu'on souhaite aussi. On était très déçus qu'il ne soit pas drafté au premier tour. Mais il est peut-être au meilleur endroit possible. Mais c'est vrai qu'en tombant au Kessie, c'est peut-être pas plus mal pour lui. Je te dis, moi j'espère et je pense vraiment que George Hill ne devrait pas faire toute la saison. Même si George Hill est là pendant la saison, il y a des choses à prendre derrière. Gilgeous-Alexander, moi je le vois vraiment jouer avec un autre meneur de jeu où lui va pouvoir se concentrer sur le scoring et sur le playmaking à outrance. Théo Malédon a une vraie chance, une vraie carte à jouer sur au début peut-être 5, 10, 15 minutes, mais en tout cas, je suis sûr qu'il aura sa chance et au vu de son profil, il peut carrément jouer à côté de Shai Gilgeous-Alexander. Tout à fait. Donc Théo Malédon a clairement sa chance
pour être un joueur qui compte dans quelques années. Organisateur, il a déjà fait à très haut niveau en Euroleague, dans des finales de championnat de France. Donc oui, il peut être organisateur, bon défenseur à côté de Shai Gilgeous-Alexander qui lui va croquer. Et puis de toute façon, c'est ce qu'on a envie aussi de voir avec ses joueurs. Hein. C'est quand même une équipe qui a changé en 2 ans. Et on a tout qu'on n'a pas dit, c'est que dans la vision, on va voir un peu ce que donne le nouveau coach. Tout à fait. Marc, alors c'est Degnaud, ce truc. Parce que c'est écrit en français. Hein. Mais c'est écrit en français, mais les Ricains le prononcent donc Degnault. Et donc voilà, c'est un mec dont on sait peu de choses, qui a commencé à Yukon sous Jim Calhoun alors qu'il était encore étudiant. Après, il est passé par les Florida Gators, toujours assistant, head coach. Assistant de Billy Donovan en fait, hein, toujours. Ouais, head coach des OKC Blues en NBA G League. Et après, il a été assistant de Billy Donovan. Donc on lui donne sa chance. Honnêtement, pareil, à voir. On est toujours content de voir des nouveaux coachs. Maintenant, à voir, curieux, quoi, en fait. à voir ce que ça va donner. En tout cas, là aussi, il a pas mal. C'est un mec qui est passé par la NCAA beaucoup. Il a pas mal de jeunes. Et on imagine qu'à Horford, on l'a pas assez dit, mais qui a vraiment le bon profil. Des fois, il y a des. On parle de Trevor Ariza, qui lui n'a pas envie de jouer les grands frères. Tony Parker, à la fin avec les Spurs, n'avait pas envie de jouer les grands frères. Je pense qu'à Horford, sans dire qu'il a envie de jouer les grands frères, a le profil, a la mentalité pour être un vrai protecteur des jeunes et donner des bons conseils. Absolument. Pendant qu'on voit le roster complet, pour toi, ils sont sûrs, on n'est jamais sûr évidemment, mais d'être dernier de la conférence Ouest. À l'Ouest, ça va être compliqué quand même. À l'Ouest, oui, je pense ils ont de fortes chances. Beaucoup d'équipes se sont renforcées et je pense que ça va être compliqué pour eux cette saison. Même s'ils peuvent en prendre quelques-uns avec Horford dans un bon soir. Oui, ils vont gagner quelques matchs. Ouais, ils vont en prendre quelques matchs. Et puis il y a Lou Dort qui a de l'expérience de la saison dernière. Certains qui ont joué un peu les playoffs, les Beasley, tout ça et tout. Donc voilà, maintenant, je pense qu'ils ont aussi dans un coin de leur tête que c'est une reconstruction. T'as pas tous ces choix de draft pour gagner de toute façon. Voilà, c'est quand même de perdre un peu. Moi, clairement, je pense qu'au bout d'un moment, s'ils commencent à faire un énorme début de saison et on va leur dire frérot. Alors ça, on peut pas le dire, mais quelque part, quand ton GM il a une philosophie comme celle-là, c'est le message, il est clair. Ça veut dire bon les gars. Cette année, on met les choses en place, mais... Non, mais il faut jouer pour gagner. Voilà. Non, mais il faut jouer pour gagner. De toute manière, tu vas pas un match en pensant au tanking. Non. Mais il y a une réalité. Mais après, de toute façon, la réalité va les rattraper. Oui. Le banc, ils sont très jeunes. Ils sont troisième. Voilà. Ils sont troisième à Noël. Ça tombe bien parce qu'ils n'auront joué qu'un seul. Mais après, ils vont être un peu légers sur quelques rotations, notamment sur le poste 5. Donc non, ils vont souffrir quoi qu'il arrive. Très bien. Pour cette équipe de KC, donc a priori, dernière de la conférence Ouest, on parlera vite fait des équipes qui pourraient les concurrencer. Mais en fait, on se rend compte, pour nous en tout cas, qu'il y a un beau gap avec les autres équipes. La dernière équipe, et moi, je te le disais tout à l'heure, c'est a priori ma 30e équipe de NBA, ce sont les Detroit Pistons. Alors parfois, un jour, tu vois, je vais me dire, non, mais ils ont quand même du matos, ils vont gagner des matchs, ils peuvent pas être derniers. Et puis le lendemain, je me dis, putain, mais en fait, je ne les imagine pas du tout enchaînés avec tout ce qui s'est passé cette dernière saison. On voit les stats de l'année dernière ensemble, donc 20 victoires, 20e attaque NBA, 22e défense. C'est un changement aussi complet d'effectifs, avec depuis le départ de Drummond, le départ de Markieff Morris, et le départ de Reggie Jackson l'année dernière. C'était une page qui se tournait. Derrick Rose est arrivé pour être 6e homme, mais finalement, il a été bon aussi dans un rôle de titulaire. Blake Griffin, malheureusement, n'a pas joué de match depuis décembre 2019. Donc lui aussi, c'était pour John Wall. Tu disais qu'il n'avait pas joué depuis le 23 décembre 2018. Lui, c'est le 28 décembre 2019. Apparemment, notre ami Blake Griffin est en Cannes. C'est ce qui est sorti du média des Pistons. Il disait que de toute manière, lui, il avait bossé tout l'été sans avoir besoin de mettre ses entraînements sur les réseaux sociaux. Et ça, on le croit dur comme fer. Et on le salue. Et on le salue. Bravo à lui. Tout à fait, tu as raison. Mais si Blake Griffin revient à 100%, c'est évidemment une saison tout à fait différente que si Blake Griffin est soit transféré, soit blessé. C'est tellement évident que... C'est sûr que dans ton équipe, quand Blake Griffin il est en pleine forme ou pas, ou il est blessé, c'est sûr que c'est pas la même météo. Hein. Donc là-dessus, c'est clair. On espère quand même revoir Blake Griffin parce que j'ai quand même eu très peur lors de sa dernière blessure quand il avait fini les playoffs sur la jante là, à moitié en boitant. J'avais eu peur pour ce joueur pareil, ça fait partie des mecs que j'ai appris à apprécier avec le temps, dont j'étais pas fan au début. Et ça aurait été terrible qu'il termine comme ça sur une blessure parce qu'il a fait tirer pour se faire souper sur un tour de playoff. Il avait rejoué l'année dernière quand même. Oui, il avait rejoué un petit peu, mais pas. Il avait eu du mal à revenir quand même. Bien sûr. Donc voilà, moi j'ai hâte. J'espère en tout cas revoir Blake Griffin en pleine forme. Et c'est clair que si Blake Griffin il revient en pleine forme, ton pronostic de les voir 30e, tu peux t'asseoir dessus. Hein. C'est clair. On se rappelle que la saison 2018-2019 est un chef-d'œuvre pour Blake Griffin d'adresse, de tir clutch, sa meilleure saison en carrière. Ouais. Et pourtant, il a un gros truc sur le genou pour toute la saison. Je sais pas si ça. Quand tu l'envoies les Pistons en playoff, là, il arrive. Je sais pas si c'est sa meilleure saison en carrière parce qu'avec les Clippers, il est très très fort. Ouais, mais il y a dans un style différent. Il y a Chris Paul, il bénéficie là, il est à la création, il est très adroit. Très adroit. C'est un monsieur.
On l'a vu mettre des 4-5 3 points dans un match. Mais putain, c'est Blake Griffin. 7-7, il est monté à 7. Il est monté à 7, c'est vrai, tu as raison sur un match. Blake Griffin, de toute façon, est un joueur de très haut niveau. Maintenant, c'est l'état de santé qui nous dira ce qui se passera. On va aller sur les départs et les arrivées parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le Michigan pendant cette intersaison. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis avant justement la fin de la saison. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas dedans. Ils sont quand même séparés de Christian Wood, qui est parti à Houston signer un beau contrat. Et Luke Kennard, tu fais une petite moue. Il ne fallait pas dégager Christian Wood? J'aimais bien Christian Wood. Bah, tu l'aimerais bien à Houston? Je l'aimais bien, oui, c'est sûr. Non, mais je me mets dans le. Puisqu'on parle de Boston, je me mets dans la. Des Pistons, je me mets dans la place des fans des Pistons. J'aimais bien Christian Wood. En attendant, il sera remplacé par Jeremy Grant dans le profil d'athlète surdimensionné. Killian Hayes, donc, drafté en 7e position et sera le meneur. Je n'ai pas titulaire, mais en tout cas très intéressant de voir son évolution sur laquelle il compte beaucoup. La presse locale s'interroge. C'est pas figé, voilà, je pense. Rien n'est figé pour l'instant. La concurrence, c'est Derrick Rose et ou peut-être, comme il s'appelle, C'est qui, Polo? Dylan Wright, tout à fait, qui est un très bon joueur sérieux de NBA. Donc à voir, mais en tout cas, la porte n'est pas fermée pour que Killian Hayes puisse éventuellement starter. De toute manière, ils ont beaucoup d'espoir en lui. La question, c'est de savoir s'ils le grillent en le mettant dans le 5 parce qu'il est prêt ou est-ce qu'ils vont essayer de le couver. C'est toujours aussi simple que ça. Je pense qu'ils vont regarder un petit peu le training camp, qu'ils vont regarder les premiers matchs de prépa et se dire, bon, il est prêt, il n'est pas prêt. Après, ne pas être prêt à 20 ans pour starter en NBA, c'est pas grave. Tu vois, si tu peux sortir du banc, prendre 20-25 minutes, c'est pas dramatique en soi. Non, c'est clair, il faut du temps. Et puis le fait que ce soit une concurrence avec Derrick Rose qui a un profil différent de lui, avec beaucoup plus d'expérience. Derrick Rose est un joueur offensif. Ils peuvent être complémentaires, vu son talent aussi pour les autres sur pick and roll. Et J-Rose a fait une interview d'ailleurs où il a parlé de Killian Hayes et qu'il a dit qu'il était plutôt excité à l'idée de bosser avec un jeune talent comme ça. Alors c'est un peu corpo certes, mais en tout cas, quand il parle de Killian Hayes, il a étudié son profil, il sait qui c'est. Et c'est bien d'avoir des anciens MVP et des mecs, des vétérans comme Derrick Rose derrière toi, quoi. Tu peux nous montrer, s'il te plaît, Polo, le 5 majeur de cette équipe? On a mis Killian Hayes, je crois, dans le 5, mais bon, honnêtement, c'est un point d'interrogation. Il y a d'autres... Cocorico. Bien sûr, Cocorico. On n'a pas mis Sekou Doumbouya. C'est pas Cocorico, c'est Coco. Il manque le Rico pour Sekou. Sekou Doumbouya, on va en parler parce qu'il y a quand même la concurrence. Jeremy Grant sur le poste 3, il a été capable de jouer poste 3 à Denver, à voir comment ça se passe. C'est pas ce qui m'excite le plus quand il joue 3. On a mis Mikhail Luke poste 2, à voir. Pour l'instant, cette équipe est difficile à cerner. Et Plumlee, l'un des 3 frères, je vais pas me risquer, c'est Miles Plumlee, celui-ci, qui est dans le 5 majeur, qui vient lui aussi de Denver. Je regardais encore qui y avait d'autres. On va le voir après de toute manière. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, Erwan? Est-ce que Jeremy Grant est le chaînon manquant pour gagner des matchs? Non, évidemment que non. Par contre, c'est vrai que c'est le coéquipier parfait. Maintenant, dans le coéquipier parfait, on l'avait avec Denver dans une équipe. Dans une équipe sérieuse comme sont les Nuggets. Aujourd'hui, dans une équipe en reconstruction, aller chercher Jeremy Grant 60 millions sur 3 ans, je comprends pas trop le move. Je te cache pas. C'est rien contre le joueur, hein. C'est plus l'endroit où il atterrit et le projet dans lequel il atterrit où je comprends pas. Alors, j'imagine que c'est la meilleure offre qu'il avait, qu'il a pris l'oseille. Denver avait matché, hein. Denver a dit, on te les donne aussi, il a choisi d'aller à Détroit. Parce qu'il veut des responsabilités et qu'on peut imaginer que lui pense que Blake Griffin sera soit transféré, soit blessé. Et donc, rapidement, il devient le meilleur joueur de l'équipe. C'est l'explication la plus rationnelle, c'est que quelque part, contrairement à ce que dit Blake Griffin lors du Media Day, il y a des énormes interrogations sur l'état physique et la santé de Blake Griffin. Et il se dit, effectivement, Blake Griffin, s'il est out ou s'ils veulent le trader, parce que peut-être qu'entre agents, il a eu des infos avec son agent, et qu'il trade Blake Griffin, évidemment, et là tu le dis, il devient le meilleur joueur de l'équipe. C'est montrer combien l'équipe est pas ouf. Maintenant, ça a montré combien l'équipe est pas ouf, et surtout, être le meilleur joueur de l'équipe, ça va pas durer bien longtemps avec les potentiels qui arrivent derrière lui. Donc voilà, écoute, puis là, le faire starter en 3 avec Blake Griffin, ils vont se marcher dessus. Je sais, en fait, c'est ce que j'ai marqué, j'arrive pas à comprendre et à lire où vont les Pistons. Mais je te rassure, personne n'a compris, parce que quand on a vu les arrivées et le nombre de pivots qu'ils avaient signés, les Jahlil Okafor... Voilà, en poste 3... Il y avait Deadman qui a été coupé entre-temps, oui. En poste 3, c'est bien de mettre Sekou Doumbouya en fluendi, tu vois. On préfère quand même. Mais pour l'instant, on le fait jouer 4. Hein. Ouais. Il joue pas 3. Hein. Pour l'instant, c'est un poste 4. Quitte à mettre un 4 qui peut jouer 3, je préfère mettre Sekou plutôt que mettre Jeremy Grant. Donc plus sur le profil. Ah oui, mais tu mets pas un mec 60 pour le mettre sur le banc. C'est ça, c'est pour ça que je comprends pas en fait ce qu'ils ont fait. Par contre, ce qui est cool avec les Pistons, c'est que c'est une équipe où il y aura 2 Français, et même s'ils sont derniers, on va les suivre. Bien sûr. On sera un peu plus avec Wax le soir à regarder les matchs. Tout à fait, ils ont eu du temps à avoir leur premier Français, Sekou était le premier Français, et puis finalement, il a été rejoint très rapidement. Tu peux nous mettre, Polo, le depth chart pour qu'on voit toute l'équipe, mais qu'on voit le nombre de pivots improbables
qu'ils ont dans cet effectif-là, et pas de pivot de grand talent non plus. Des soldats, Plumlee est un bon joueur, il n'y a rien à dire. Chez le Okafor aussi, Stewart aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, tu te souviens quand il y avait eu l'enchaînement cette nuit-là de signatures de pivot, personne n'avait compris ce qu'il voulait faire. Et puis tu viens de le dire, c'est toujours assez illisible. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs. Il n'y a pas de grand talent. Et je répète encore, Jeremy Grant serait le meilleur joueur si Blake Griffin devait être transféré. Et sur le poste 3, j'avais oublié, je le vois là dans cette depth chart, j'avais noté, c'est Josh Jackson. Alors, j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé son début de carrière à Phoenix. Après, il y a eu cette espèce d'embroglio un peu chelou. Il n'a pas voulu jouer avec les Grizzlies. Il a fait de la G-League. Il est revenu un petit peu. Mais c'est quand même un bon joueur. Vraiment fort défenseur. Poste 3 qui peut créer un petit peu, qui est un petit peu un touche-à-tout. Bel athlète. Franchement, moi, j'espère que lui, il va remettre un peu le nez à la fenêtre parce que c'est un vrai bon joueur qui pourrait justement, lui, récupérer, qui a un vrai poste 3 pour le coup, qui pourrait récupérer le spot de titulaire. L'année dernière, il était à Memphis. Il joue 22 matchs pour 9 points. Mais si tu te souviens, il est transféré, il dit qu'il veut pas jouer. Il a préféré la jouer en G-League. Enfin, il a fait un truc un peu chelou. Maintenant, écoute, j'espère, il a un contrat de 2 ans là, donc j'espère que lui, il pourra remettre le nez à la fenêtre. C'est pas ouf. De toute façon, on est dans les pires équipes de NBA. De toute façon, c'est pas incroyable maintenant. Voilà, il y a 2 Français qu'on va suivre et on attend Sekou Doumbouya qui a fait une première saison correcte en tant que rookie et Killian Hayes, on espère que peut-être pas tout de suite, mais qui s'installera sur un poste de titulaire meneur parce que c'est le Français drafté le plus haut et tout le monde est unanime pour dire qu'il a un vrai potentiel. Donc il n'y aura pas de pression de résultat. Donc voilà, fais des erreurs, mets des ballons dans les tribunes, mais mets 2-3 alley-oops et 2-3 filoches aussi. Ça gênera personne. Et en tout cas, ils enchaînent bien avec les McRae, Wellington et McRoger. Wellington qui pourra pas Ellington sera peut-être dans le 5 majeur, vu que lui, il a de l'expérience par rapport aux autres. Ce sera intéressant de voir tout ça. En fait, je suis à la fois excité par les Français et Blake Griffin, et à la fois il n'y a pas grand-chose à dire, juste à regarder et à apprécier ou à démonter. Ça se passe très mal pour Dwayne Casey. Après, on rappelle, Dwayne Casey, c'est un coach à la dure qui met quand même des choses en place. Donc, ça ne sera pas n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, ça sera tenu par Dwayne Casey. Maintenant, il risque d'être rattrapé par un peu le manque d'expérience et un peu le manque d'expérience. Je dirais pas de talent parce qu'ils ont des mecs un peu talentueux. Mais ça va manquer clairement de papa. Mais avec Dwayne Casey, ça ne partira pas en vrille comme ça a pu partir en vrille avec les Cavs, par exemple, la saison dernière. Absolument. On a donc les 4 équipes qu'on considère être comme les potentielles pires équipes de la draft, mais il n'y a pas qu'elles, même si on a l'impression qu'il y a un petit gap avec les autres. Chicago, les Bulls sont tout à fait capables d'être derniers de la conférence Est, même si Polo, qui est fan des Bulls, dit oui, dans le coin gauche, ils ont quand même plus de talent et un nouveau coach. Ils ont un peu d'espoir du côté de Chicago. On rappelle Zach LaVine, Wendell Carter, Mark Cannon. On espère que Billy Donovan va réussir là aussi à mettre de l'ordre. On a l'impression. C'est un challenge, c'est un coach pour les jeunes. Voilà, c'est un coach pour les jeunes. C'est un mec qui a fait des années à Florida, qui a été champion. On rappelle, c'était lui qui était coach avec Joachim Noah à l'époque. Donc c'est le bon profil. On a vu l'année dernière qu'il a fait du bon boulot avec OKC. Bon, il n'a pas de Chris Paul, mais quand même, voilà, il y a des jeunes. Je pense pas avec Billy Donovan, c'est des mecs, je sais pas si c'est des grands coachs, mais en tout cas, c'est des mecs carrés quand ils n'ont pas Westbrook à gérer. J'ai vu un truc intéressant de Kobe White, parce qu'on parle beaucoup des meneurs de jeu, et on en a parlé pendant la draft, où l'idée, quand même, je pense, à Chicago, c'est d'être pas très fort pour aller chercher un très fort meneur de jeu dans la prochaine draft. Pourquoi pas en premier choix de draft, on verra. Kobe White a répondu à quelques questions. Sur le pick and roll, il a dit un truc très intéressant. Il disait que l'année dernière, en fait, c'était une année d'adaptation pour lui sur le pick and roll, parce qu'à UNC, donc sa fac, il ne jouait jamais de pick and roll. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'un meneur, shooter, plutôt attaquant, enfin carrément attaquant, qu'on a vu prendre feu par moment, encore un des dignes héritiers de Steph Curry au vu de son profil et de son adresse, eh bien ne joue pas de pick and roll. Donc on peut imaginer qu'avec un an dans les pattes, avec un été à rallonge, à bosser sur le pick and roll, on peut peut-être voir un nouveau Kobe White. Je vous dis pas qu'il va devenir MVP, je vous dis qu'en tout cas on peut voir une belle évolution pour un joueur qui a un peu de potentiel quand même. Ça sera toujours un pétard ambulant, j'ai l'impression que Kobe White n'est jamais un meneur qui mettra des choses en place. À l'image de sa coupe de cheveux, c'est un pétard ambulant. Mais un gars qui a jamais joué le pick and roll, c'est quand même très curieux en 2020, en 2019. Faudra un jour, je pensais, sur ces coachs universitaires d'un autre temps par moment. Oui, peut-être. Et on sait que c'est Williams qui coach. Qui ça? Comment il s'appelle, le coach de UNC? Trouve-le-moi rapidement. Tu veux que je regarde, bien sûr, si tu veux. C'est Ron Williams, un truc comme ça. Ah putain, je perds la mémoire. Mais donc, bon, bref, c'est intéressant. C'est un autre débat, mais ça serait intéressant de voir aussi est-ce que la NCAA veut vraiment préparer des mecs à la NBA ou pas? Parce que Kobe White. Roy Williams. J'étais pas loin. T'avais le nom de famille. Bah, c'est déjà pas mal. Puis ça s'appelait Dupont, c'était pareil. Allez, Simon, tu peux rendre l'antenne. Très bien. Autre équipe vite fait, c'est Sacramento. Sacramento qui pourtant a re-signé très cher un joueur qui le méritait en De'Aaron Fox. Mais pourtant, on a l'impression que Sacramento va être dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Pour moi, vraiment, les Kings, c'est les Knicks de l'Ouest.
avec une meilleure équipe. J'ai l'impression. Harrison Barnes, Buddy Hield. Ouais, avec une meilleure équipe sur le. Mais j'ai l'impression que ça ne marche jamais. Marvin Bagley. Ça ne marche jamais. Ils enchaînent les mauvais choix. Ce qui s'est passé avec Bogdanovic va dans ton sens. Ouais, Divac leur a fait encore une fois, c'était un échec terrible. Pourtant, j'y croyais énormément quand il est arrivé, avec sa vision un peu européenne, un peu plus basket carré. Non, ça ne marche pas. Et puis, ce qui est terrible pour eux, c'est qu'ils gardent Luke Walton. Et moi, je reste persuadé qu'avec Luke Walton, tu n'iras nulle part. Donc. Et c'est frustrant parce que De'Aaron Fox, on en adore. C'est une franchise qu'on a envie de revoir en play-off. Mais là, pour l'instant, je trouve qu'on travaille beaucoup trop mal dans les bureaux. C'est même pas la peine de tomber sur les joueurs. On travaille beaucoup trop mal sur les bureaux, à l'image de ce qui s'est passé avec Bogdanovic cet été, pour que cette équipe puisse avoir de l'ambition, une autre ambition qu'essayer peut-être, je sais même pas. Pourtant, ils visaient les play-offs l'année dernière. Ils avaient ça en tête. Hein. Ouais, mais ça, comme tu vois, au tout début, on travaillait ensemble, c'était pareil avec Cousins. Ils ont passé leur vie à. En général, Sacramento, ils sont bien à Noël, enfin dans les meilleures saisons. Et puis ensuite, patatras, parce que X problèmes, les coachs qui s'embrouillent avec les joueurs. Voilà, ils vont aller chercher un troisième titre. Les changements de propriétaires. C'est très très compliqué. Hein. Ça bosse très très mal, je trouve. Alors qu'il y a quand même des joueurs qui passent. Buddy devrait être transféré, il n'a pas envie d'être là. Même si, bon. Il faut jouer des matchs pour que sa cote augmente un peu plus. Voilà pour Sacramento. Et le reste, on aura le temps d'en reparler. On n'a pas parlé des Spurs, on n'a pas parlé des Pelicans, puisque c'est difficile un peu de les situer, ces équipes-là. Les Spurs, ça serait un peu sévère de les mettre dans cette vidéo. Ah non, on les met pas du tout là-dedans. Ils sont un peu au-dessus, tu vois, un peu au-dessus de Sacramento, mais c'est vraiment dans la pré-saison. De toute manière, une saison NBA, c'est beaucoup de surprises, des blessures, des méformes, des mecs qui nous surprennent aussi dans le bon côté avec des grosses performances. On aura le temps, évidemment, à partir du 22 décembre, de regarder tout ça ensemble. Nous, on se retrouvera dans quelques jours pour faire la conférence Est, notre top 8 à chacun. On rappelle qu'il y a les play-in qui font leur apparition sur une saison normale de NBA. On n'est pas dans la bulle cette fois-ci, où il y avait une bête qui m'embêtait. On aura le temps, justement, de savoir quels sont nos 8. Et c'est très, 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 très difficile dans les deux conférences. Je pense c'est impossible qu'on ait les 8, ou alors on est vraiment trop fort. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Des deux côtés. Hein. Puis là, surtout qu'avec les play-in, il y a des équipes qui vont pas lâcher l'affaire, comme certaines le font mi-mars, au début mars. Quand t'es 11e, tu peux aller en play-off. Quand t'es 11e, tu peux aller en play-off. Tu peux te battre pour aller en play-off. Tu m'as compris. Du coup, ça serait intéressant de se pencher si c'est une bonne chose ces play-in ou pas, parce que... Je pense qu'il faut qu'on attende le moment des play-in. Parce que l'année dernière, c'était bien. Après, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des matchs que des fois on lâche en NBA, la saison régulière, on lâche beaucoup de matchs. Là, peut-être qu'on le fera moins. Absolument. Ce sera intéressant à voir. Et puis, on n'a pas parlé de Charlotte. On verra Charlotte, mais ils font partie aussi du ventre mou bas qui nous permettent pas de les mettre dans les pires équipes. Pour nous, donc je répète, il y a 4 équipes, hein, vraiment. Mais je serais pas surpris qu'ils s'y retrouvent. Hein. Bah oui, vu leur secteur intérieur. L'adaptation de Ball en NBA qui va quand même mettre 2-3 ballons sur le deuxième rang des tribunes. Gordon Hayward, pour moi, c'est quand même à voir. Est-ce qu'il peut retrouver le go-to-guy qu'il a été. Des mecs qui te permettent de gagner des matchs. Qu'il a été à Utah. Ouais, j'ai envie de revoir. Est-ce qu'après 3 ans. Pour toi, Charlotte, pour être avec les 3 qu'on a mis à l'Est, là, les Cleveland, les machins. Surtout, ils ont un coach qui, pareil, j'ai envie de voir avec ces jeunes qu'est-ce qu'il va réussir à mettre en place. Est-ce que Gordon Hayward joue avec les pétards ambulants que sont là, Rosier, Graham, vas-y frère. Et Monk, Malik Monk, vas-y. Donc ça va être un basket un peu décousu. On sait que Gordon Hayward, culturellement, Butler, le Jazz et les Celtics, ça joue carré au basket. Là, ça va lui faire bizarre. Hein. Il va prendre des 1 contre 4 en contre-attaque, il va dire qu'est-ce que vous faites les gars? Il paraît qu'ils veulent commencer avec PJ Washington et Michael Bridges dans le sac majeur, dans un duo d'intérieur un peu spécial, à voir comment ça va se passer. C'est intéressant. Moi c'est une proposition qui m'intéresse. On verra s'ils sont nuls, et ben on dirait qu'ils sont nuls, c'est pas grave. Très bien. Très bien. Voilà, on a fait le tour pour cette petite vidéo, je rappelle, hein, la preview se déroule en 4 épisodes. On est déjà dans la 2e semaine de décembre, ça passe très très vite. Donc on va vous lâcher ces 4 vidéos en 2 semaines. S'il y a un gros trait de tête tel James Harden du côté de Brooklyn, évidemment qu'on fera une vidéo dédiée. On se retrouve aussi sur Twitch. Suivez les réseaux sociaux à fond. On mettra jeudi soir. On mettra absolument les dates. Normalement jeudi, on se fait un petit 22h minuit avec joueurs NBA au téléphone. On fait tout pour justement parler de l'actualité brûlante de cette NBA. Merci Erwan. Merci. Merci Polo. On se retrouve très rapidement un peu partout sur les ondes de First Team. Ciao.